La Révolution française a combattu sur deux fronts. Un front intérieur, celui de la contre-révolution populaire, encadrée par des nobles et des prêtres, et qui s'est essentiellement développée dans l'ouest et le midi de la France, et dont une des figures saillantes a été le comte de Saillant, précisément, qui est évoqué ce soir. Et puis, il y a eu un front extérieur, c'est-à-dire que la Révolution française a dû combattre contre les souverains de l'Europe, le roi d'Angleterre, le tsar de Russie, l'empereur d'Autriche, qui est empereur du Saint-Empire romain germanique à l'époque, le roi de Suède, le roi d'Espagne, etc., etc. Et donc, c'est cet aspect de la contre-révolution qu'il m'a été demandé d'évoquer ce soir et ce que je vais faire. Curieusement, la contre-révolution intérieure a été beaucoup plus menaçante pour la Révolution que celle des souverains. Et il a fallu que la Révolution française mène une politique impitoyable sous le signe de la terreur, et cela a abouti au génocide vendéen. Face à l'Europe, dont nous allons parler maintenant, il y a deux éléments qu'il ne faut pas perdre de vue. La Révolution française s'est voulue universelle. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et non du français, qui est le fondement de sa politique extérieure. Mais la guerre qui est menée contre les souverains de l'Europe est menée par une nation, la grande nation, et ses partisans s'appellent les patriotes. Les armées de la Révolution sont des armées nationales, formées d'abord de volontaires, puis ensuite de conscrits, face à des armées mercenaires, face à des soldats de métier, souvent beaucoup moins motivés. Alors, je ne vais pas exagérer l'exaltation patriotique des soldats de Lafayette ou de Dumouriez, mais il n'en reste pas moins que lorsque Lafayette, d'abord, puis Dumouriez ensuite, veulent retourner leur armée contre Paris, les soldats ne suivent pas, ce qui montre malgré tout une sympathie pour la Révolution. Ces armées de la Révolution qui vont donc combattre contre l'Europe sont animées par un désir, celui de défendre les conquêtes de la Révolution. Ces conquêtes, ce sont la destruction de la féodalité et, par là même, la vente des biens nationaux qui ont enrichi une partie seulement de la paysannerie, mais a libéré les autres paysans des droits qui pesaient sur eux. Et donc, il y a là un motif et une volonté de faire partager à l'Europe ces conquêtes. Et puis, cette armée révolutionnaire, qui est une armée de paysans essentiellement, cette armée est encadrée par des bourgeois, moyenne bourgeoisie souvent, officiers sortis du rang. Ces soldats sont encadrés par des officiers qu'anime une idée, la liberté, oui, surtout l'égalité, car sans l'égalité, il ne serait jamais arrivé au grade de général. Vous voyez donc, ne perdez pas de vue, il y a une universalité des principes de la Révolution, mais en même temps, vous allez le voir, cette armée de la Révolution, c'est une armée nationale. Alors, face à cette révolution naissante, quelle est l'Europe qui s'offre à nous en 1789? Eh bien, cette Europe que va affronter la Révolution, c'est l'Europe des Lumières. C'est une Europe où, véritablement, les artistes voyagent sans frontières. Ainsi, on ne sait plus si Mozart est italien, français ou allemand.
Ainsi, l'Académie de Berlin couronne le discours sur l'universalité de la langue française de Rivarol. Ainsi, Voltaire est le conseiller de Frédéric II, Diderot le conseiller de la Grande Catherine. Bref, il y a un cosmopolitisme très fort dans cette Europe où les frontières, l'idée de nation, tout cela est aboli. Et en plus, les marchandises commencent à circuler librement. C'est le laisser-faire, laisser-passer de Quesnay. Le libre-échange va aboutir à un accord commercial entre la France et l'Angleterre, où la France pourra exporter ses produits librement et l'Angleterre, de son côté, les exporter. Marché de dupes pour la France, car l'Angleterre a une avance industrielle très forte. Elle vient de faire sa révolution industrielle par rapport à la France, et donc l'industrie française, sous le règne de Louis XVI, notamment les fabriques de coton en Normandie haute, tout va être balayé. Vous voyez donc que l'Europe des Lumières, c'est une Europe cosmopolite, et qui a considéré le début de la Révolution avec l'amusement d'un entomologiste regardant des fourmis se battant entre elles. Et puis, progressivement, alors que seuls quelques esprits éclairés comprenaient l'importance, et notamment Kant qui, dans sa bonne ville de Königsberg, faisait ses cours à heure fixe chaque jour et passait dans la même rue à la même minute, ce qui fait qu'il n'y avait plus d'horloge à Königsberg, puisqu'on réglait sur le rythme de vie de Kant. Et voilà qu'un beau jour, on le voit apparaître beaucoup plus tôt, mais c'est déjà l'heure. Et pourquoi? Parce qu'il se détourne de son chemin habituel pour aller avoir des nouvelles de ce qui se passe à Paris. C'est l'un des premiers qui en comprend l'importance. Les autres vont suivre ensuite quand ils verront arriver des émigrés qui ont fui la Révolution française, et ce sont des aristocrates, ce qui inquiète évidemment les aristocrates des autres pays. Lorsque Louis XVI et Marie-Antoinette vont lancer des appels au secours, lorsque tout à coup on va voir les pays, la Hongrie, certains Italiens commencer à dire « Ah, mais cette Révolution française n'est pas si mal que ça », et donc les souverains européens vont lancer un avertissement à la France. Ce sera la déclaration de Pillnitz. Vous avez joué, bon, c'est bien maintenant, alors on revient à notre aimable cosmopolitisme, on va continuer à faire des concerts, à aller se promener à droite et à gauche, mais précisément, la France ne l'entend pas de cette oreille, et le 20 avril 1792, c'est la France qui prend l'initiative de déclarer la guerre seulement aux souverains de Hongrie et de Bohême pour éviter d'avoir toute l'Allemagne sur le dos, mais finalement c'est ce qui va se passer. Il va y avoir une coalition générale en mars qui regroupera la plupart des puissances européennes contre la France. Alors, donc, France, animée par la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais en même temps qui se veut une nation, face à cette Europe des Lumières. Le choc va se produire à Valmy en septembre 1792, et que va-t-il se passer face au maréchal-duc de Brunswick, qui est un esprit éclairé et franc-maçon, la franc-maçonnerie jouant dans cette Europe cosmopolite un rôle considérable, Dumouriez de l'autre côté qui est franc-maçon, donc on devrait avoir une guerre, une bataille tout à fait dans les traditions de l'Ancien Régime. Les soldats de Dumouriez crient « Vive la nation !» La nation. Et voilà qu'apparaissent sur les champs de bataille de l'Europe, de cette Europe des Lumières, le cri de « Vive la nation ». Alors, on ne le comprend pas peut-être tout de suite, même si on comprend que les Prussiens seront finalement vaincus, on ne le comprend pas tout de suite, mais il y a quelqu'un qui est là à Valmy et qui le comprend. C'est Goethe. Et Goethe dit « De ce lieu et de ce jour date une nouvelle époque dans l'histoire du monde, et vous pourrez dire « J'y étais ». Goethe comprend que les choses ont changé, que maintenant renaît cette
cette idée de nation, et que la guerre qui va se dérouler entre la nation française face au souverain européen, eh bien, cette guerre, elle va changer d'allure, et finalement, lorsqu'on dresse, je ne vais pas vous raconter toutes les campagnes de la Révolution, lorsqu'on dresse le bilan en 1795, c'est le traité de La Haye avec la Hollande, c'est en avril et en plus en mai, les traités de Bâle avec la Prusse et avec l'Espagne, grande puissance qui donc traite maintenant avec la France, et le 17 octobre, pardonnez-moi, 1797, le traité de Campo Formio, à la suite de la grande campagne du général Bonaparte en Italie, l'Autriche, à son tour, traite, ça vous vaincu, et la première coalition se dissout, seule l'Angleterre, protégée par la Manche, l'Angleterre résiste encore. Et sur les ruines de cette Europe des Lumières va naître une autre Europe qui apparaît maintenant, c'est celle dominée par la grande nation. La grande nation, c'est la France. Et elle a, cette République française, des républiques sœurs. Songez au changement que ça représente par rapport à ce qui était encore la situation en 1789. Il y a des républiques sœurs. La République batave, la Hollande, qui est devenue maintenant une République batave. La rive gauche du Rhin, qui devient une République cisrhénane. La République cisalpine, c'est Milan, où Bonaparte avait établi son quartier général. La République parthénopéenne, Naples, car championné, s'est étalé jusqu'à Naples. Vous voyez donc, autour de la République, des républiques sœurs, bien entendu, ceux qui font partie de familles nombreuses savent que les petites sœurs sont en général maltraitées par la grande sœur qui commande et qui dirige. Ces républiques nous font penser, par rapport à la République française, à ce que seront dans le système soviétique les démocraties populaires par rapport à l'URSS. Car en effet, le principe qui est posé, c'est Cambon qui le dit, si un peuple veut montrer son amitié pour la France, il doit à la fois accepter l'idée de liberté et la destruction des privilèges. Et il doit accepter que les sans-culottes prennent part au gouvernement. Donc dans ces républiques sœurs, désormais les privilèges sont abolis, c'est la République qui est proclamée, et bien entendu, il y a des représentants de la France, dans ces républiques sœurs, qui pèsent, notamment Fouché ira faire un tour du côté de la République batave comme diplomate français et pour diriger la politique de la Hollande. Bref, vous le voyez, une autre Europe est apparue. Elle est apparue, mais s'il y a une république et des républiques sœurs, vous voyez que c'est une manière brutale d'imposer des principes nouveaux et que, inévitablement, il y a des froissements nationaux qui vont se produire. Une nouvelle coalition se formera, la deuxième coalition, qu'à nouveau la Révolution la France doit faire face, à laquelle elle doit faire face, et cette deuxième coalition, évidemment, va détruire tout le système des républiques sœurs. La France va se rapetisser. Où arrêter la Révolution française? Si je m'en remettais au schéma que notre cher auteur m'a suggéré, je devrais m'arrêter là, mais en fait, ce serait une erreur, car là, lorsque l'Autriche va entrer en guerre en 1805 contre la France, qu'elle va former avec l'Angleterre et la Russie une coalition, on appellera cette coalition la troisième coalition. Ce qui signifie bien que la lutte n'est pas terminée, que c'est toujours, même si maintenant il y a un premier consul et puis un empereur à la tête de la France, c'est toujours la Révolution qui domine en France. Bonaparte est l'héritier de cette révolution. Et d'ailleurs, dans le sacre
le 2 décembre 1804, il jure de maintenir et de préserver les conquêtes de la Révolution, ces conquêtes qui sont fondamentales, qu'il ne faut pas perdre de vue, qui sont l'abolition de la féodalité, qui sont la vente des biens nationaux et le principe d'égalité. Donc, la guerre continue. La guerre continue et cette guerre, eh bien, elle va être à nouveau victorieuse pour la France. Alors, je ne vais pas vous raconter Maragot, qui met fin à la deuxième coalition. Ensuite, la troisième coalition sera vaincue à Austerlitz. La quatrième coalition sera vaincue à Iéna, entre autres, et puis à Friedland. Et la cinquième coalition sera vaincue à Wagram. Et, à partir de ces victoires, se dresse une autre Europe, une nouvelle Europe. Mesdames, Messieurs, en 1811, l'Europe est faite et elle est française. En effet, ce n'est plus la grande nation, c'est le grand empire. Le grand empire, c'est-à-dire une France forte de 130 départements, où Bruxelles, Amsterdam, Hambourg, Coblence, Genève, Turin, Florence, Rome sont des préfectures, au même titre que Limoges, que Toulouse ou que Bordeaux, avec des préfets français qui les dirigent, des sous-préfets. J'ai dit 130 départements, mais non, 134, car ce l'on ignore, ce que personne n'a évoqué, c'est qu'en 1811 et surtout en 1813, c'est définitif, enfin provisoirement bien entendu, c'est la Catalogne qui est retirée de l'Espagne et qui est transformée en 4 départements français, dont le département de Montserrat, dont la préfecture, c'est Barcelone, avec par conséquent un préfet français. Et si on restait là, mais bien entendu, Napoléon est roi d'Italie, avec Milan et Venise. Il est médiateur de la Confédération helvétique, avec tous les cantons suisses. Et il est protecteur de la Confédération du Rhin, qui regroupe toute l'Allemagne, sous sa domination. C'est lui qui la dirige. Il est le gendre de l'empereur d'Autriche, qui a sous sa domination l'Autriche, la Hongrie, la France. Et j'allais oublier la Pologne qui est rattachée à la Confédération du Rhin. Bref, si l'on y ajoute que le tsar Alexandre est encore, mais provisoirement en 1811, l'allié de la France, c'est toute l'Europe continentale qui est sous la domination d'un homme, l'empereur des Français. Mesdames, Messieurs, l'Europe est faite. Vous allez chercher ailleurs, vous ne la trouverez pas mieux. D'autant que cette unité, elle n'est pas seulement politique, elle est économique. Car cette Europe continentale, elle est soudée par une arme de guerre qu'utilise Napoléon contre l'Angleterre, c'est le blocus continental. L'Europe est fermée au commerce anglais. Les ports de toute l'Europe sont contrôlés par des douaniers français pour empêcher les produits anglais, car la puissance de l'Angleterre tient à ses exportations de produits industriels, je vous l'ai dit, elle a fait sa révolution industrielle, et par l'exportation des produits coloniaux, parce qu'elle a un très grand empire colonial et qu'elle importe en Europe le thé, le café, le coton, le cacao, etc. Donc, cette Europe se ferme complètement à la marchandise anglaise, et donc, il faut que eh bien, on achète du français. Il n'y a pas d'autre solution, toute l'industrie française. Vous voyez donc, l'Europe de Napoléon, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Mais, mesdames, messieurs, c'est quand même ces annexions de Napoléon, ces transformations qu'il fait. Lui qui manie si bien à l'intérieur de la France le référendum plébiscite, il ne le fait pas
Pourquoi ne fait-il pas un référendum auprès des Espagnols pour leur dire est-ce que vous voulez Joseph Bonaparte? Pourquoi il ne fait pas un référendum auprès des Hollandais pour leur dire est-ce que vous voulez Louis? Pourquoi est-ce que jamais il ne demande au peuple qu'il soumet d'accepter par un référendum? Il le gagnerait. Il ne le fait pas. Il oublie ce mot fondamental, la nation. Et le blocus continental fait des ravages. Je vous ai évoqué Kant, il est mort là maintenant, mais il y a un autre grand philosophe, c'est Hegel. Hegel, c'est l'homme qui a vu Napoléon entrer dans Berlin et qui a dit « J'ai vu l'âme du monde à cheval ». Je marque un temps d'arrêt, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est du Hegel, donc c'est génial. Donc Hegel est un admirateur de Napoléon, qui voit qu'il apporte les grandes idées de la Révolution française, les droits de l'homme, etc., tout ce que vous voulez. Bon, c'est un philosophe qui, le matin, aime prendre son petit café. Ce café avec un peu de sucre. Mais voilà qu'avec le blocus continental, les importations anglaises de café n'existent plus. Et le sucre encore moins. Et il doit se contenter d'un infâme jus de chaussette qu'il appelle un jus patriotique. Et à partir de ce moment-là, il commence à trouver que c'est bien, la France, c'est admirable, Napoléon est un génie, c'est l'âme du monde, certes à cheval, mais quand on n'a pas son café le matin, qu'on a une espèce d'immonde chicorée, on ne va pas véritablement commencer à apprécier Napoléon. Vous voyez que, progressivement, lorsque Napoléon est à Schönbrunn dans une parade, c'est Staps qui entend le poignarder et qui justifie, il refuse de demander pardon à Napoléon, il dit « Vous assassiner est un devoir, ce n'est pas un crime ». Et dans l'Italie, partout, le sentiment national renaît parce que la domination française est une domination par la force. Et donc, ce bel empire napoléonien, cette France merveilleuse, qui était l'Europe, eh bien tout ça s'écroule en 1814 et définitivement achevé en 1815. Et c'est alors que va naître une nouvelle Europe, l'Europe du Congrès de Vienne. Voilà que se réunissent à Vienne toutes les puissances européennes. Et sous la houlette, évidemment, de Metternich, et Metternich se dit que, eh bien, on va faire une autre Europe. Cette Europe, ce sera celle des rois. Ce sera celle de la Sainte Alliance, car les souverains vont s'entendre entre eux pour maintenir une paix éternelle et pour empêcher qu'il y ait du changement. Et donc Metternich revient en arrière, il revient en 1789, c'est-à-dire que le pape retrouve Rome, qui, rappelle, avant était une préfecture, que le souverain de Piémont-Sardaigne retrouve Piémont-Sardaigne, que Louis XVIII retrouve son trône en France. Bref, on en revient à, dans la mesure du possible, à 1789. Alors, il y a quand même des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. L'Autriche a eu Milan et Venise, donc c'est un peu ennuyeux qu'il y ait aussi la Belgique. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un équilibre, ça c'est du Metternich, un très bel équilibre. On va fondre la Belgique avec la Hollande. Dans les frontières, c'est pas mal. Il y a le problème aussi de la Pologne, parce que le tsar est très sourcilleux. C'était une des causes de la rupture entre Napoléon et Alexandre Ier que le Grand-Duché de Varsovie. Et donc, on va faire finalement mon royaume de Pologne, mais qu'on va donner au frère d'Alexandre, Constantin. Vous voyez, donc on aménage ça tant bien que mal, on bricole par moments, mais il y a une unité qui est la Sainte Alliance. Et par exemple, en Espagne, les Bourbons sont revenus en Espagne. À Naples, les Bourbons sont revenus à Naples. Donc, on est revenu vraiment à 1789, mais cette fois en faisant très attention, en bâtissant une Sainte Alliance, une alliance des souverains pour maintenir cette Europe. Mais on a oublié une chose. On a oublié la nation.
On a oublié la nation en sorte que le sentiment national polonais va se développer sous la férule russe. Parce que, en Italie, l'Italie morcelée regrette désormais, au fond, la carte que Napoléon lui avait proposée, qui simplifiait déjà et favorisait déjà l'unité italienne. En Allemagne aussi se développe un patriotisme. Comment la Belgique catholique pourrait-elle être associée à la Hollande protestante alors que c'est faire mépriser la nation belge, s'il y a une nation belge. La Norvège, qui passe, hélas, pour elle, du Danemark, trop fidèle allié de Napoléon, à la Suède, Bernadotte ayant trahi Napoléon. Bref, on s'est moqué complètement de ce principe, le principe des nationalités. Et cela va se développer encore plus, car il reste des traces de cette domination napoléonienne et d'avant des républiques sœurs. Ce sont les idées de liberté. Et à Sainte-Hélène, Napoléon, à travers le mémorial, lui, ou Lascaz, puisque vous le savez, on conteste maintenant certaines des paroles de Napoléon dans le mémorial, édition de 1823, dans la mesure où on a retrouvé, c'est Thierry Lenz a retrouvé le manuscrit, enfin une copie du manuscrit de Sainte-Hélène, celui qui avait été saisi en 1816 par Hudson Lowe. Et les paroles que je vais vous dire n'y sont pas. Mais ça ne veut pas dire que Napoléon ne les ait pas prononcées. Ça peut très bien avoir été une autocensure de Lascaz. Car n'oubliez pas que les compagnons de Napoléon étaient épiés, surveillés, et que Bertrand, qui prend des notes lui aussi, c'est en langage crypté. Il a fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour qu'on les décrypte et qu'on sache exactement ce qu'écrivait Bertrand. Donc, il est possible que Lascaz se soit censuré. En tout cas, s'il prête lui-même cette déclaration que je vais vous lire de Napoléon à Napoléon, c'est parce que, d'abord c'est crédible, Napoléon est prisonnier de la Sainte Alliance à Sainte-Hélène, et parce que cela répond à une aspiration comme l'aspiration nationale. Et ce que dit Napoléon, qui est le bilan en quelque sorte de la période que je viens de vous évoquer, rien ne saurait désarmer, effacer les grands principes de notre révolution. Ces grandes vérités doivent demeurer à jamais, tant nous les avons entrelacées de lustres, de monuments, de prodiges, elles sont désormais immortelles. Donc, le libéralisme, plus le principe des nationalités, vont ébranler en 1830 et détruire en 1848 cette belle Europe qu'avait conçue Metternich sous le signe de la Sainte Alliance. Nous avons donc vu 4 Europes en un temps rapide. L'Europe des Lumières, à Mozart, à Diderot, à Voltaire. Nous avons vu la grande nation, la grande nation avec ses petites sœurs charmantes. Nous avons vu le grand empire, alors là c'est le sommet, puisque tout est français, nous dominons entièrement. Puis nous avons vu ce retour des rois, sympathique, c'est cette volonté de revenir à 1789, de nier ce qui avait été fait à travers Metternich, et chaque fois, cela a été balayé par un mot, le mot nation. Et s'il y a un héritage de la Révolution, puisqu'on me l'a demandé, c'est bien ce cri sur le champ de bataille de Valmy, « Vive la nation !» Alors, me direz-vous, et aujourd'hui, car il y a eu d'autres Europes, et aujourd'hui, alors que l'Europe semble en crise, eh bien, quelle sera l'Europe de demain? Mesdames, Messieurs, l'historien ne se trompe jamais. Quelquefois, mais rarement. En effet, je peux vous dire, avec un taux de certitude très grand, qui gagnera
la bataille d'Austerlitz, alors que pourtant Napoléon est au bas du plateau de Pratzen, que les ennemis sont en avantage numérique, ils sont au sommet du plateau. Je peux vous dire qu'il va gagner, ce sera Napoléon. Je peux vous dire comment le Grand Empire sera détruit, comment l'Europe de Metternich sera détruite. En effet, l'historien est en quelque sorte un prophète, mais un prophète du passé. Il vous prédit ce qui vient d'avoir lieu. Donc, vous comprendrez que sera l'Europe de demain? Eh bien, l'historien n'en a qu'une. C'est l'Europe d'hier qui l'a intéressé. Et c'est à vous, mesdames, messieurs, de bâtir cette Europe comme l'ont tenté Napoléon et Metternich. L'historien peut simplement se contenter de vous dire « bonne chance ». Pour moi, c'était un grand moment de vous écouter ce soir. Alors, si vous avez quelques questions à poser au professeur Jean Tullard, c'est avec grand plaisir. Monsieur le professeur, je suis John Lockland. Merci beaucoup de votre brillante intervention. Vous avez décrit une Europe en 1811 sans l'Angleterre et sans la Russie. Et vous avez dit qu'elle avait été faite à ce moment-là, puisque tout était dominé par la France, il y avait des préfets français partout. Ce n'était pas tout à fait la vision de Napoléon. Je crois que c'est en juillet 1812, en tout cas avant la campagne de Russie, qu'il écrira à Fouché que le but de sa guerre contre la Russie est de faire une seule Europe avec une seule monnaie, un seul système de mesures et avec Paris comme sa capitale. Donc il a des projets d'intégration européenne qui vont bien au-delà de ce qu'il avait déjà acquis en 1811. Cela n'est pas sans rappeler, sans vouloir vous pousser à commenter l'actualité, la situation que nous avons aujourd'hui, où tout semble acquis pour l'Union européenne, et pourtant elle veut aller encore plus loin, notamment à l'égard de la Russie. Mais je vous pose une question en tant qu'historien. Pourquoi Napoléon n'était-il pas satisfait de ce qu'il avait acquis en 1811 ? Pourquoi voulait-il aller encore plus loin en attaquant la Russie pour en faire une Europe plus unie encore? Alors d'abord, je n'ai pas évoqué la campagne de Russie, mais c'est à cette date que naît ce sentiment national profond russe qui était stimulé. Napoléon n'a probablement pas envisagé de fondre toute l'Europe, y compris la Russie, cette idée d'aller jusqu'à l'Oural, l'Europe jusqu'à l'Oural. En réalité, il y a chez lui beaucoup d'empirisme et beaucoup de pragmatisme. Pourquoi ces conquêtes? Pourquoi cette extension incessante? Pour une raison fort simple, c'est que c'est la logique du blocus continental. Pour fermer l'Europe au commerce anglais, Napoléon est contraint de faire des conquêtes. Il intervient en Espagne parce qu'en Espagne, les souverains, et c'est d'abord commence par le Portugal le premier, ne veut pas entrer dans la logique du blocus continental. Il ne veut pas, ces Portugais sont très gentils, ils ne veulent pas priver les Anglais de Porto. Vous imaginez que serait l'Angleterre sans le Porto. Et inversement, eux-mêmes redistribuer les produits anglais qui arrivaient dans cette partie de l'Europe, ils les redistribuaient. Donc Napoléon est contraint d'intervenir au Portugal. Puis de là, la logique le contraint, car il n'est pas assuré de l'alliance espagnole, d'intervenir en Espagne. Et c'est là où, parce qu'on pouvait parler de cette idée de nation que j'ai mis au cœur de l'exposé, c'est là où vous voyez une guerre nationale en Espagne. Vous avez le sentiment national russe qui se développe au temps de Napoléon, mais vous avez aussi l'Espagne. Et vous verriez que vous ne pouvez pas vaincre une insurrection populaire si celle-ci est alimentée de l'extérieur. Pourquoi Napoléon ne triomphe-t-il pas en Espagne? C'est tout simplement parce que les Anglais continuent à ravitailler les insurgés espagnols, leur distribuent des armes, les Anglais débarquent eux-mêmes des troupes, bref, on n'arrive pas à écraser. Ce sera la même chose plus tard au Vietnam, avec la Chine qui est derrière, et les Américains, la puissance américaine se heurte à une insurrection nationale qui est alimentée de l'extérieur. C'est le cas en Afghanistan, que ce soit les Russes
que ce soit les Américains, que ce soit que vous voulez, c'est la base arrière du Pakistan qui permet d'alimenter ça. Et ce qui s'est passé en Algérie, c'est que nous n'avons pas perdu la guerre d'Algérie. Il y a eu des accords, on ne peut pas revenir là-dessus, c'est pas mon sujet, mais la guerre d'Algérie, je l'ai faite, et j'étais encore en 61, la guerre d'Algérie était gagnée. Pourquoi était-elle gagnée? Parce que, d'une part, on avait détruit dans la bataille d'Alger l'état-major interne du FLN, mais parce que l'idée géniale de Charles, c'était de faire des barrages électriques aux frontières tunisiennes et marocaines qui empêchaient l'insurrection algérienne d'être alimentée par l'Égypte et par les puissances arabes. Donc, progressivement, on étouffait cette insurrection. A contrario, vous avez une insurrection nationale sous Napoléon, c'est le Tyrol, avec Andreas Hofer. Mais le Tyrol est facilement écrasé. Personne ne peut venir de l'extérieur aider les Tyroliens, si je puis dire. Et donc, ils seront très facilement écrasés par le maréchal Lefebvre. Donc, Napoléon procède, si vous voulez, dans ses conquêtes par la volonté de fermer, pour ruiner l'Angleterre, mais en même temps, cette expansion s'accompagne de l'établissement un peu partout du Code civil, machine de guerre contre la féodalité. Napoléon l'écrit, il dit, attention, il dit à Joseph, introduisez immédiatement, dès qu'il devient roi de Naples, qui a supplanté les Bourbons, introduisez le Code civil et vous verrez, vous détruirez la féodalité napolitaine. Louis, en Hollande, il reçoit l'ordre d'introduire le Code civil, je devrais dire le Code Napoléon. Donc, vous voyez que je pense qu'il y aurait l'Europe qui est faite, c'est une certaine Europe, mais qui ne serait pas allée de toute façon jusqu'en Russie. Et alors, vous voyez, comme c'est moderne, comme étudier Napoléon, c'est magnifique, vous voyez que c'est une Europe sans l'Angleterre. Le Brexit, c'est fait. Il n'y a pas d'Angleterre maintenant. D'ailleurs, à aucun moment, dans ce que nous avons évoqué, vous n'avez vu l'Angleterre. L'Angleterre n'est pas européenne, aux yeux de cette période. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai une question. Comment vous positionnez la crise des assignats entre 1793 et 1796 dans la période post-révolutionnaire? Quel regard d'historien vous portez là-dessus, cette période? Merci. Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la Révolution française est née, je le dis répété souvent, je l'ai même dit à notre actuel président de la République quand il n'était encore que secrétaire général adjoint de l'Élysée, la Révolution française est née d'une crise financière, de l'endettement de l'État. Il y avait, lorsque Louis XVI monte sur le trône, un homme remarquable. Ils étaient trois d'ailleurs, c'est le triumvirat Maupoux, d'Aiguillon, Terray. Un homme remarquable, Terray, l'abbé Terray, qui dit au roi, on ne peut plus emprunter, ça devient trop lourd, faites banqueroute. Supposez que Louis XVI ait fait banqueroute, tout s'arrange. Comme en plus, Maupoux, le chancelier Maupoux, avait supprimé les parlements, qui était la forme d'opposition, ce que d'ailleurs montrait très bien Roland Mounier, donc vous avez évoqué dans son histoire des institutions, il n'y avait plus de Révolution française. Mais du fait de ce que Louis XVI n'a pas voulu faire banqueroute, a appelé Turgot. Ah, Turgot, c'est le prix Nobel d'économie politique de l'époque, hein, c'est le génie. Que fait Turgot? Ben, son plan est très simple. D'une part, réduire les dépenses, et d'autre part, faire les réformes qui rendront à la France sa force de production. Les réformes, c'est quoi? C'est de détruire les corporations. Les corporations empêchaient le développement économique de la France, elles l'empêchaient parce que tout était paralysé. Les règlements des corporations ont empêché la révolution industrielle. En Angleterre, il n'y avait pas de corporations, ils sont tout de suite le machinisme, ils ont transformé très vite l'économie. Là, c'était une pesanteur. Donc Turgot supprime les corporations. Mais faire des réformes, ça laisse toujours des intérêts. Et par conséquent, vous voyez que les maîtres dans les corporations étaient furieux et que les compagnons, les ouvriers de l'époque,
ont été aussi furieux. Puis donc, il y a eu des émeutes, et il y a eu ensuite la réforme des douanes intérieures, etc., qui a donné lieu à la guerre des farines. Réformer, c'est déclencher, évidemment, des révoltes, des crises. Faire des économies. Alors, messieurs, laissez-moi rire. On n'économise pas les dépenses de l'État, c'est pas possible. Alors ce brave Turgot, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime les crédits de la Cour. Marie-Antoinette, au petit Trianon, elle avait 12 moutons, elle n'en aura plus que 6. Bon, immédiatement, Marie-Antoinette va voir Louis XVI, elle dit, mais là, j'ai 6 moutons, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont servir à la boucherie, c'est très triste, regardez comme ils sont mignons, etc. Et le roi ne fait pas d'économie. Et au contraire, comme tout le monde est mécontent de ce crétin de Turgot qui a voulu réduire le nombre des moutons et qui a voulu supprimer les corporations, Turgot est remercié et balayé. La dette est toujours là. Remplacé par Necker. Necker, c'est un banquier. Que fait un banquier? Vous le savez, le métier est très simple. Vous empruntez à quelques gogos en leur versant des intérêts à 2%, et l'argent que vous leur avez raflé, vous proposez à d'autres gogos, mais à un intérêt qui cette fois est de 20%. Et la différence est pour vous. C'est ça le métier de banquier. C'est d'emprunter d'un côté un bateau pour prêter ensuite à un intérêt plus élevé. Donc Necker sait faire ça, et il sait que pour réussir, il faut inspirer confiance. Pourquoi y a-t-il des plantes vertes et d'accords d'hôtesse dans les banques? C'est pour vous inspirer confiance. Vous dites, ah c'est bien, la fille est bien roulée, ça doit être bien, c'est banque. Ce que fait Necker, il publie le compte-rendu, le premier budget de l'État publié. Il publie les dépenses de l'État et les recettes de l'État. C'est la première fois que les Français connaissent le budget de la monarchie. Et c'est admirable. Les dépenses d'un côté, les recettes de l'autre, c'est équilibré. Mais il a oublié. Il n'a pas oublié, il n'a pas mis les dépenses à la guerre d'Amérique, car malheureusement Louis XVI s'est lancé dans une guerre pour l'indépendance américaine qui rajoute encore aux dépenses de la dette, aux intérêts de la dette. Et donc, parce qu'il considère que la guerre d'Amérique, c'est pas de la structure, c'est de la conjoncture. Donc il met que les dépenses structurelles et pas les dépenses de conjoncture. Donc à ce moment-là, il arrive à un budget parfaitement en équilibre, et donc immédiatement, les gens prêtent. Comme c'est avec Necker, les plantes vertes et les hôtesses, ça marche. Donc, les gens prêtent. Mais Necker a fait une bêtise. Il a publié les comptes, le compte rendu, le compte des dépenses de la nation. Et on a vu que là-dedans, il y avait des pensions énormes. C'est à ce moment-là qu'on commence à prendre en grippe les Polignac, notamment, et quelques autres, princesses de Lamballe et autres de la cour. Donc, la cour est furieuse, Necker est renvoyé. On fait l'appel à Calonne. Calonne, vous venez de voir, les emprunts, ça ne marche pas, les réformes, ça ne marche pas, les économies, ça ne marche pas. Calonne arrive avec un principe très simple. Après, il commence par dépenser beaucoup, à manouer le roi, etc., il fait comme les autres, et puis il annonce le programme. Faire payer les riches. Faire payer les riches, c'est-à-dire créer un impôt, une subvention territoriale, pesant sur la terre, subvention territoriale qui serait payée par tout le monde, par le clergé, par la noblesse, comme par le tiers-état. Ah, ce serait très bien, mais on commence, vous voyez comment ça se dessine, commence à ce qu'il n'y ait plus de privilégiés, donc tout le monde va payer. Seulement, dites-vous bien une chose, vous ne ferez jamais payer les riches. Vous ne les ferez jamais payer. Dans la mesure où immédiatement, que se passe-t-il? La noblesse et le clergé se groupent contre la subvention territoriale en déclarant il y a une loi fondamentale du royaume qui interdit au roi de lever des impôts sans le consentement des États généraux. Je dis une loi fondamentale du royaume qui n'est pas écrite, ce sont les plus redoutables. Une loi écrite, vous la faites modifier par un conseil constitutionnel, vous l'interprétez par 12 avocats, faites ce que vous voulez, mais une loi non écrite, elle vous échappe entièrement. Vous voyez pas, c'est la loi salique. La loi salique, elle n'a jamais existé, c'est une loi salique, mais bon, ça a toujours marché parce qu'on ne peut pas la modifier, puisqu'elle n'est pas écrite. Et donc, là, à nouveau, à ce moment-là, ça signifie que le roi, monarque absolu, doit convoquer les États généraux. Alors évidemment, c'est une levée de bouclier,
et Calonne est remercié. On fait appel à un nouveau contrôleur général. Ce sera un évêque, un archevêque même, l'Homélie de Brienne. Alors là, on pense peut-être que la solution, c'est de s'adresser à Dieu. Donc, quand il n'y a pas d'autre solution, peut-être par des prières, obtenir de Dieu que d'un seul coup, par un miracle, le déficit se résorbe. Malheureusement, les prières de l'Homélie de Brienne n'étaient pas entendues du Seigneur, donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et donc le déficit s'accroît encore, la dette publique s'accroît. Et à ce moment-là, on est forcé de convoquer les États généraux. Et, je viens d'arriver, les États généraux se réunissent et voilà qu'apparaît, alors que les gens n'ont pas la moindre idée de la façon dont il faudrait résoudre ce déficit, pas plus qu'on l'a aujourd'hui, mais donc, ils n'ont pas. Et donc, paraît le génie, le type le plus extraordinaire. Vous l'attendez tous, on n'a pas prononcé son nom, on aurait dû, quand on parle de Napoléon, on parle immédiatement de Talleyrand. Talleyrand est évêque d'Autun et il est député du clergé à l'Assemblée, aux États généraux, devenu Assemblée constituante. Et il dit, j'ai la solution. J'ai la solution. Le déficit est de 2 milliards. Eh bien, j'ai été agent général du clergé et je vous propose que nous nationalisions les biens du clergé qui représentaient exactement une valeur de 2 milliards. La nationalisation. Vous avez vu, je vous ai tout fait défiler. L'emprunt, la réduction des économies, la réforme, les riches paieront, Dieu. Maintenant, c'est la nationalisation. On nationalise donc les biens du clergé. Mais vous ne pouvez pas, ayant nationalisé pour 2 milliards de biens du clergé, les vendre d'un coup sur le marché. Si vous vendez toute l'avenue Foch d'un coup dans le marché immobilier, les prix vont s'écrouler. Donc, ils sont remarquables, Talleyrand et autres, on va, non pas mettre tout sur le marché, mais qu'on a besoin tout de suite des 2 milliards, on va émettre des bons, des assignats, qui seront gagés sur ces biens, donc Paris, émettre comme ça, et comme l'or était longtemps, le franc était gagé sur l'or de la Banque de France, là, les assignats seront gagés sur les biens du clergé. Donc, on va émettre un papier monnaie qui sera l'assignat. Seulement, vous voyez très bien que lorsque je vous donne le pouvoir d'émettre pour 10 000 euros, le pouvoir d'émettre par du papier 10 000 euros, vous allez très vite dire 10 000 euros, c'est pas beaucoup, vous avez le pouvoir d'émettre du papier, vous allez continuer. Et donc, finalement, progressivement, l'État va émettre encore plus d'assignats à un point tel que les 2 milliards, plus ensuite parce qu'on y ajoute après les biens confisqués des émigrés. Mais on va très vite dépasser, c'est-à-dire qu'on redémarre dans une inflation catastrophique. Absolument catastrophique. Et donc la crise continue, la crise financière continue, l'assignat ne résout rien, au contraire, il aggrave. Alors qu'on se dit quand les assignats sont discrédités, on les remplace, c'est une manœuvre, par des mandats territoriaux. Mais c'est la même chose. Donc, il arrive à un moment donné où dans les rues de Paris, lorsqu'un mendiant vous tend la main, vous lui donnez 100 francs, enfin 100 livres en assignat, le mendiant dit « j'en veux pas, je veux pas d'assignat ». Ça, regardez-les. Donc, vous arrivez à cette situation de l'effondrement. Et donc, la solution de la nationalisation n'a pas marché. Alors, eh bien, paraît Ramel. Ramel, grand ministre des Finances, dont le portrait par David a été... On a permis qu'on le vende à l'étranger, alors qu'il était en France. Ramel, et il n'y a qu'une solution, la banqueroute. Mais il est fort, Ramel. Ça va être la banqueroute des 2 tiers. C'est-à-dire que les 2 tiers de la dette de l'État, c'est-à-dire ceux qui vous doivent pour vos retraites, ceux qui, pour les crétins qui ont souscrit à des bons du Trésor ou autres stupidités, tout ça, les 2 tiers réduits. Fini. Donc vous aurez les 2 tiers, vous aurez les 2 tiers de votre retraite enlevés. Vos pensions, 2 tiers enlevés. Mais il ne dit pas ça. C'est les méchants qui disent banqueroute des 2 tiers.
Lui, il dit le tiers consolidé. Vous voyez la différence entre la banqueroute et le tiers consolidé. Et ça, c'est les terminoriens qui sont des génies. Donc, c'est Fouché, Talleyrand, faites tout ce que vous voulez. Et donc, le tiers consolidé, c'est une manœuvre qui fait qu'on vous dit, vous voyez, nous étions à la catastrophe, eh bien j'ai sauvé un tiers de votre retraite. Regardez-moi bien, j'ai sauvé un tiers de votre retraite, laissant passer les 2 tiers. En sorte que, si Louis XVI avait écouté l'abbé Terré au moment où il monte sur le trône, nous n'aurions pas eu la Révolution et bien entendu nous n'aurions pas eu Napoléon, ce qui aurait été dommageable pour la soirée de ce soir. Bonsoir. Blaise Blanc, assistant d'Édouard Ferrand. J'ai une question par rapport à votre très bon exposé tout à l'heure, professeur, concernant la nation justement et l'usage qu'on fera l'Empire. C'est quand on se promène en Europe, encore aujourd'hui, surtout en Europe centrale, on constate que ce n'est pas uniquement le sentiment national, mais aussi, entre guillemets, ces attributs, les langues vernaculaires, les grammaires, les unités de mesure, datent fréquemment de l'époque de l'Empire. Je pense à la Slovénie qui a sa grammaire grâce à Napoléon. Et la question, c'est quel était l'intérêt de l'empereur et de son administration de s'appuyer sur tous ces particularismes pour essayer de construire un empire, justement. Parce que quand on encourage le nationalisme de quelqu'un, on risque de le reprendre contre son empire à un moment, ce qui s'est passé. Et pour quelle raison ils l'ont encouragé, il a été massivement encouragé à travers toutes ces conquêtes. Il n'est pas systématiquement encouragé, contrairement à ce que vous pensez. Parce que, par exemple, lorsque... Mais vous avez votre question est parfaitement légitime et vous avez parfaitement raison de soulever ce problème. Lorsque Napoléon va entrer en guerre pour la 5e coalition contre l'Autriche, il prévoit à ce moment-là un soulèvement des Hongrois. Il y a des proclamations à la nation hongroise, je dis toujours ce terme, la nation, à la nation hongroise pour les inviter à se soulever contre François II, devenu François Ier, puisqu'il a rétrogradé, n'étant plus cet empire romain germanique. C'est un des rares exemples de souverain qui rétrograde. Il était François II, pour finir, il devient François Ier. Et donc, c'est d'inviter les Hongrois à se soulever. Et puis, au dernier moment, il reprend la proclamation et il ne le fait pas. Et en réalité, n'oubliez pas que c'est très ambigu, Napoléon. Quelqu'un qui va avoir des ennuis, c'est Fichte, ses discours à la nation allemande. Vous avez le catéchisme espagnol. Donc, vous voyez qu'il y a toute une littérature, mais Napoléon ne tient pas tellement. Il le dit après. Ah, Sainte-Hélène, ah ouais, il dit, j'ai voulu faire l'unité de l'Italie, j'ai voulu faire l'unité de l'Allemagne. Il le dit après coup, mais là, il est quand même très prudent. Et il n'y a pas, en réalité, un dessein de Napoléon d'emblée, de vouloir, il n'a pas une politique qui démarrerait quand il arrive en 1799 au pouvoir, il n'a pas une politique européenne, il a simplement une politique française, mais il n'a pas de vision de l'Europe. Ça va se faire de façon très pragmatique et dans le chaos, puisque en définitive, partout il va y avoir des insurrections. Donc ne cherchez pas une politique européenne constante de Napoléon. La seule constance, c'est à partir du décret de Berlin de 1806, la fermeture de l'Europe aux marchandises anglaises. Mais il n'y a pas véritablement de politique européenne. Donc, de ce point de vue, mais le sentiment national est très fort. C'est pourquoi j'ai voulu insister ce soir, puisqu'on me proposait de parler de cette Europe, sur ce sentiment national extrêmement fort en Europe à l'époque et qui est, au fond, déclenché par la Révolution. Alors, je sais bien, le prestige de Napoléon est grand et par conséquent, on lui prête tout. Et je finis souvent par une constatation qui est de bon sens. Supposez, mesdames, messieurs, que Madame Mère, Laetitia, ayant accouché de son second fils, l'ait appelé Ernest, au lieu de Napoléon. Avouez que, véritablement,
Ernest, l'Europe d'Ernest, etc. Tout en histoire est souvent dans un nom. Et Napoléon, c'est un nom de marketing génial. Aucune marque n'avait pensé avant à s'appeler Napoléon. Mais regardez comme ça sonne, Napoléon, comme c'est formidable. Et comme, effectivement, de Hegel à Fichte, de Léopardi, ils sont tous béats parce que Napoléon, Ernest. Bon. Voilà, eh bien, je m'en vais.